Avant de démarrer donc, cette présentation, je voulais d'ores et déjà remercier tous les organisateurs, vous dire le plaisir que j'ai d'être ici, y compris parce qu'il y a pas mal d'amis que j'ai retrouvés aujourd'hui. En premier lieu, donc Olivier, avec qui on a longuement travaillé à la Fondation Vallée. On a travaillé dans une unité d'hospitalisation à temps plein pour adolescents, Bourneville, ça crée des liens. Et puis après, ces liens se sont resserrés puisque j'étais sa directrice de thèse de sciences. Voilà, donc on a été amené à travailler pas mal d'années ensemble. Et on a organisé en juillet 2014 un colloque qui s'appelait Maladies génétiques et pédopsychiatrie, dépasser le clivage organique-psychique. Et c'est vrai que donc c'était à Rennes, et devant le succès de cette journée, on s'était promis de pouvoir organiser donc une suite. Et donc je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui être parmi vous, qu'on puisse vivre ensemble cette suite qui est en effet très intéressante et très, très productive. Et puis il y a une autre raison pour laquelle je suis heureuse d'être ici, c'est que j'ai fait mes études ici, donc dans ce même amphi on avait des cours de de neuroanatomie qui étaient faits par le professeur Méninger, ça ne s'invente pas. Et voilà, donc après j'ai été nommée à Rennes, mais c'est vrai j'ai continué, vous voyez les affiliations, à pouvoir travailler donc, dans un laboratoire qui s'appelle Psychologie de la perception, qui est de l'Université Paris-Descartes, mais avant, j'ai été pendant à peu près 15 ans donc, dans le laboratoire du professeur Roubertou, qui était aussi à l'Université Paris-Descartes, qui est un laboratoire de génétique, neurogénétique et comportement, et c'est peut-être de là d'où vient mon intérêt pour la génétique, y compris la génétique clinique. Voilà, et puis ça fait à peu près 11 ans que je suis dans le laboratoire Paris-Descartes. Alors, concernant justement cette affiliation, elle a un sens aussi par rapport à un intérêt qui m'est cher, qui est de se situer dans une approche intégrée, initialement approche intégrée clinico-biologique. Là, vous voyez par rapport au pôle hospitalier universitaire, il y a en effet tout un aspect clinique, et ça s'articule en effet avec le laboratoire LPP, avec le fait que je fais partie du groupe qui est le groupe Perception Action qui s'occupe des bébés, donc aussi bien au niveau du développement donc typique de la perception, du développement tout ce qui va être sensoriel, la sensorialité donc chez les bébés, mais également à un niveau plus en rapport avec les neurosciences, c'est-à-dire les troubles qui peuvent se produire au niveau aussi cérébral et qui pourraient du coup impacter tant les comportements que les troubles perceptifs. Voilà, et tout ça est en effet en lien avec aussi notre clinique. Donc on va revenir sur donc, le sujet de cette communication, et je vous ai fait un petit plan, parce que c'est vrai qu'il faut soutenir l'attention, surtout en fin de journée. Donc dans un premier temps, je vous parlerai en effet de la diversité des maladies génétiques associées à l'autisme, et je ne rentrerai pas dans une liste exhaustive, et je vous donnerai à chaque fois peut-être un exemple pour que ce soit plus parlant. Et je soulignerai, comme ça a d'ores et déjà été fait par Arnaud Munich ce matin, donc l'importance de pouvoir rechercher ces maladies génétiques à l'autisme. On verra pourquoi, c'est absolument important. Et du coup, il en découlera le deuxième point, à savoir un bilan visée diagnostic, un bilan tant sur le plan clinique que sur le plan donc, génétique, qui n'est pas fait par nous, mais qu'on doit demander, de façon à rechercher une maladie génétique associée à l'autisme. Dans un troisième temps, je vous présenterai les résultats d'un contrat de recherche INSERM que j'ai dirigé, que j'ai coordonné, qui est un contrat RK, équipe de recherche clinique associée à l'autisme, où on a travaillé à partir de diapositives, de photos par rapport à toute une population, par rapport à 82 donc, enfants et adolescents avec autisme, où on avait beaucoup de mal à les mobiliser pour qu'ils aillent voir un généticien de génétique clinique parce qu'ils avaient déjà tout un parcours d'autisme derrière eux, donc les familles, pour certaines, pouvaient être un petit peu épuisées. Et donc on a essayé de voir si grâce à des photos, on pouvait arriver à mobiliser, à faire tout un travail avec un staff de généticiens, de génétique clinique, et avec également David Cohen, on a mené cette recherche avec David, de façon à repérer s'il y avait des dysmorphies. Donc je présenterai ces résultats. Et puis on en arrivera à un point de discussion qui fera le lien avec à la fois ces résultats du contrat de recherche INSERM et également le premier point qui est finalement cette multiplicité des maladies génétiques, à savoir comment se fait-il, comment est-ce qu'on peut en arriver à ce que de multiples maladies génétiques qui impliquent des gènes et des chromosomes différents puissent aboutir à un phénotype commun, dans une voie commune, qui va s'exprimer avec un phénotype commun tant sur le plan, on va dire, cognitif que comportemental, et qui sera un phénotype cognitivo-comportemental de syndrome autistique. Voilà, comment c'est possible. Et enfin, en conclusion, on essaiera de dresser quelques lignes en termes de perspective pour souligner l'intérêt d'une approche intégrée biopsycho-environnementale. Voilà, tout ça en quelques minutes. Donc on va y aller, on va démarrer. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc par rapport au tableau, c'est pas terrible parce qu'il est un peu allongé dans le sens, voilà. Donc je vais juste attirer votre attention
sur donc, le fait qu'en effet, dans ce tableau, il va y avoir deux parties dans ce tableau. La première partie est centrée sur single gene disorders, donc des troubles qui reposent sur des anomalies donc, monogéniques. Et je vous donnerai un seul exemple parce qu'il fait partie donc, l'exemple des plus fréquents, donc c'est en effet donc, l'X fragile, en sachant que l'X fragile, l'X-FRA, donc ça va être une anomalie avec un défaut de production, un défaut d'expression d'un gène qu'on appelle le FMR1, et qui va aboutir à une absence de production d'une protéine qui est la FMRP. Et ce qui rejoint la communication qu'on vient d'entendre de Mario Di Krebs, c'est que cette absence de production de cette protéine FMRP donc, aboutit à ce qu'il y ait une augmentation donc, du stress oxydatif au niveau cérébral et des conséquences. On reverra cette partie-là par rapport en particulier au mécanisme d'épigénétique, où ça peut être un des facteurs d'environnement candidat qui pourraient en effet participer à des mécanismes d'épigénétique associés à l'émergence de troubles autistiques. Donc voilà, donc ça c'est un exemple par rapport donc, aux gènes, aux anomalies génétiques qui ont été associées donc, au syndrome autistique. Et puis je vais vous donner un autre exemple, alors, sans les lunettes je vois rien, heureusement je connais mes tableaux. Donc un autre exemple qui est l'exemple qui est tout en fin de tableau, qui est le syndrome de Williams-Boren. Alors on s'est beaucoup intéressé au syndrome de Williams-Boren, donc là pour le coup qui est une anomalie, vous voyez que tout ce tableau-là se porte sur des anomalies chromosomiques. Pour ceux qui sont intéressés par ce tableau, c'est publié. Hein. Tous les tableaux que vous allez voir sont publiés. Celui-là, il doit être dans l'article de Frontières. Vous aurez la référence dans l'article de Frontières. Donc voilà, si vous voulez prendre des photos, l'article que vous avez dans PubMed, vous tapez mon nom, vous sortez le truc gratuit, il n'y a pas de problème. Donc Williams-Boren, le syndrome de Williams-Boren, c'est en effet une anomalie qui se situe sur le chromosome 7. Et pourquoi ce syndrome nous intéresse vraiment, c'est que vous verrez que ça fait partie des anomalies qu'on a rencontrées chez des jeunes qui étaient en institution pour adolescents. Alors, ils étaient dans des foyers pour adolescents avec autisme et n'avaient jamais fait, on revient un peu à ce que disait en toute introduction aux premières communications donc le professeur Arnold Munich, c'est-à-dire des jeunes qui finalement n'avaient jamais été diagnostiqués, aussi incroyable que ça puisse paraître. Vous allez voir après sur les photos qu'en effet ça peut paraître étrange. Mais il faut voir aussi que les dysmorphies avec le temps peuvent évoluer et s'aggraver. Et en tout cas, donc, ces jeunes n'avaient pas été diagnostiqués et étaient suivis donc, pour des problèmes en effet d'autisme. Et en sachant que le syndrome de Williams-Boren, pourquoi c'est également surprenant que ces jeunes aient été diagnostiqués Williams-Boren alors qu'ils étaient connus comme autistes, c'est que tous deux avaient une absence totale de langage verbal. Et normalement, le Williams-Boren est connu pour être un peu, on va dire, le revers de la médaille de l'autisme, à savoir que ce sont des jeunes qui sont connus pour être hyper sociables, pour être également extrêmement parlant beaucoup, avec une production verbale importante. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on s'est intéressé à toute cette littérature sur les Williams-Boren, on s'est aperçu que derrière ce qu'ils disent en anglais hypertalkativeness and hypersociability, en définitive, le langage verbal, même s'il peut être présent avec en effet tout un langage qui est avec beaucoup de production verbale, n'est pas forcément adressé à l'autre. C'est finalement une absence de communication verbale. On est bien dans une production verbale quand elle est présente, mais qui n'est pas adressée à l'autre. Donc c'est proche de certains enfants autistes de haut niveau qu'on peut rencontrer dans notre clinique. Et également, par rapport à cette notion d'hypersociabilité, il n'y a pas une notion de limite, c'est-à-dire qu'en termes d'adaptabilité, d'ajustement social, il leur manque en effet certaines limites. Et donc, ils sont en difficulté, en grande difficulté sur le plan social. Et il y a beaucoup d'articles qui ne sont même pas issus du champ de la psychiatrie, qui en effet, qui portent plus sur la psychologie, qui analysent un peu plus en détail les troubles de la communication sociale. Et c'est assez récent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des représentations, c'est-à-dire que les Williams-Boren étaient censés être à l'opposé des enfants autistes en termes de continuum. Et du coup, pendant des années, ça n'a pas été étudié comme quoi ils pouvaient finalement présenter des troubles de la communication sociale. C'est pas parce qu'on a un bon niveau de production verbale qu'on est dans la communication. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous dire un petit mot sur les syndromes de Williams-Boren dont on va être amené à reparler durant cette communication. Alors, si je reste sur ce tableau, on peut se dire, voilà, c'est une liste qui n'en finit plus, la liste n'est pas exhaustive. Bien évidemment, cette liste, elle est réactualisée chaque année en fonction des progrès techniques, en fonction de l'évolution de l'état des connaissances. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer tout ça quand on est face à un enfant qui présente un syndrome autistique pour lequel on vient de diagnostiquer sur le plan clinique un syndrome autistique, et quel est l'intérêt d'aller se mettre à rechercher toutes ces maladies génétiques? Alors l'intérêt, j'y vois trois intérêts, ça rebondit vraiment, je crois que ça rentre beaucoup en résonance avec ce qui a été dit ce matin.
Le premier intérêt, c'est que, là c'est sur mon expérience clinique, c'est sur notre expérience clinique, c'est le fait qu'une fois que, par rapport à ces jeunes justement, quand on a pu identifier une maladie génétique, alors que depuis des années ils étaient dans des institutions et qu'il n'y avait pas eu du tout de retour, et que peut-être qu'à 13-14 ans il va y avoir une identification de maladie génétique, loin de créer quelque chose qui vient figer finalement le regard, l'attention qui va se porter sur ces jeunes. Au contraire, ça relance toute une dynamique, et on est très très loin d'un déterminisme génétique. On est au contraire dans quelque chose qui relance une dynamique en connaissant mieux une maladie, y compris tant du côté des familles, on a parlé des familles ce matin, mais y compris des équipes soignantes. Et je l'ai réellement vécu pour beaucoup de jeunes pour lesquels il y avait un peu un essoufflement, des fois un épuisement des équipes, et le fait de savoir qu'il y avait un syndrome d'Angelman, le fait de savoir qu'il y avait un syndrome de Williams-Boren, relançait tout un intérêt dont le jeune a pu bénéficier pour sa prise en charge. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans toutes ces maladies génétiques, il y en a quand même un certain nombre qui ont des traitements. On peut citer le syndrome de Smith-Magenis, dont le traitement, c'est un traitement à la mélatonine. Et donc du coup, ça serait quand même dommage de se priver de la connaissance de certaines maladies génétiques associées à l'autisme s'il y a un traitement. Et puis la troisième raison, c'est une raison qui a déjà été un peu énoncée par Arnold Münnich ce matin, et qui est que pour les familles, c'est aussi prendre en considération leurs préoccupations. Il y a vraiment une préoccupation extrêmement importante. J'ai suivi, dans la première recherche INSERM que j'ai faite, qui n'est pas celle dont je vais vous parler, qui a duré 8 ans, j'ai suivi en effet des familles qui m'appelaient beaucoup, aussi bien les parents que la fratrie. Et cette préoccupation, elle est extrêmement présente tant du côté des parents que de la fratrie, à savoir, est-ce qu'il y a un risque de transmission? J'ai eu des fratries qui m'appelaient en me demandant, est-ce que vous pensez que si on a des enfants, on va avoir un risque d'avoir aussi un enfant avec des problèmes d'autisme? Et si vous ne prenez pas ça en considération, eh bien, il peut y avoir des ruptures thérapeutiques. Je pense on a parlé à quel moment il fallait se lancer dans toute cette recherche. Moi, je pense que c'est le plus tôt et le mieux, dans la mesure où vous pouvez mettre en place une prise en charge thérapeutique. Et si on ne s'est pas soucié de cette question, eh bien, les parents, on considère inconsciemment ou consciemment qu'on n'a pas pris en compte des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes et peuvent être dans une rupture par rapport aux soins. Et ça peut être extrêmement dommageable. Et c'est d'autant plus important de prendre ça en considération que, donc ça a été dit par Arnold Münnich, mais je le redis, qu'il peut y avoir un véritable soulagement quand vous apprenez qu'il y a une mutation de nouveau, que c'est donc une mutation accidentelle, et que du coup ça relance la possibilité pour les parents qui ne s'autorisaient pas à envisager d'avoir un nouvel enfant, que ça peut relancer tout ce processus-là. Et enfin, puisqu'on vient de donner l'X-FRA comme exemple au niveau des anomalies génétiques, il est quand même important de se dire que ça serait quand même extrêmement dommageable qu'une mère soit porteuse d'un X-FRA, enfin que le patient soit porteur d'un X-FRA, qui s'exprime parce qu'il est un garçon, que sa sœur est peut-être porteuse d'un X-FRA qui ne s'est pas exprimé, et que parce que du coup c'est compensé par le deuxième chromosome X, ça ne s'exprime pas, mais qu'elle peut tout à fait être susceptible de transmettre à ses enfants. Donc là, on a réellement, sur un plan éthique, sur un plan déontologique, on a réellement un devoir de faire un travail qui ne relève pas directement notre ressort, mais d'adresser en effet aux généticiens de telle façon que cette recherche puisse avoir lieu. Voilà. Donc voilà 3 raisons qui me semblent importantes pour en effet se lancer dans un bilan tant à visée clinique que biologique pour rechercher une maladie génétique associée à l'autisme. Alors ce bilan, je pense que les mots-clés, c'est qu'en effet il doit être guidé par la clinique. Il s'agit d'une collaboration multidisciplinaire. Ça repose, comme c'est intéressant, vous avez vu le point de vue du généticien ce matin, mon point de vue de la clinicienne, c'est en effet on démarre avec un entretien familial, on démarre avec un entretien clinique avec la famille, mais c'est vrai que lors de cet entretien familial, il va y avoir les arbres généalogiques, on va rechercher en effet s'il y a des apparentés qui ont certaines anomalies, il va y avoir aussi les courbes de croissance, qu'il est fondamental de demander, puisque si vous avez une rupture dans les courbes de croissance, ça peut orienter, que ce soit donc au niveau du périmètre crânien, du poids de la taille, ça peut orienter vers, par exemple, certains syndromes, certaines maladies génétiques associées à l'autisme, comme le syndrome de Rett. Donc voilà, il y a des choses importantes à rechercher pour voir si on a affaire à un autisme primaire, un autisme secondaire. Et bien évidemment, le deuxième point, c'est le bilan de neuropédiatrie. Donc ça, c'est vraiment des bilans à faire systématiquement, de telle façon qu'on recherche des anomalies associées comme l'épilepsie, qui va vous aider aussi dans tout ce tableau qui paraît extrêmement vaste, qui va vous aider à vous y retrouver, puisque certaines maladies génétiques associées à l'autisme vont en effet comporter des problèmes d'épilepsie. Je rappelle que pour l'épilepsie, concernant les enfants qui ont des problèmes d'autisme et qui ont une déficience intellectuelle, c'est à peu près 1/3 des enfants ayant une déficience intellectuelle et des problèmes d'autisme qui ont un problème d'épilepsie. Après, il y a différents types d'épilepsie. Il s'agit en effet de bien caractériser cette épilepsie. Troisième point, c'est en effet une consultation de génétique clinique. Et là, il y a en effet des généticiens qui ne vont pas se jeter sur l'enfant. Je pense que cette image qu'elle a donnée Arnold Münnich était
particulièrement pertinente ce matin, on ne se jette pas sur l'enfant, mais il s'avère qu'il s'agit d'un examen clinique qui va permettre d'orienter à la recherche de signes de dysmorphie, qu'elles soient faciales, qu'elles soient au niveau des mains, face dorsale, face palmaire, que ce soit d'autres signes, à la recherche par exemple de sclérose tubéreuse de Bourneville, de telle façon qu'on puisse orienter les recherches ultérieures et orienter les hypothèses concernant certaines maladies génétiques associées à l'autisme. Alors, un deuxième point concernant les autres évaluations, c'est vrai qu'il y a l'efficience intellectuelle, et ça a d'ores et déjà été souligné ce matin, c'est-à-dire que vous avez une plus forte probabilité d'avoir une maladie génétique dans les formes déficitaires. Donc la déficience intellectuelle est en effet à rechercher. Et donc, bon, là, j'ai donné quelques échelles dont on se sert, comme le Kaufman ABC, mais finalement, les échelles de Wechsler utilisées de façon qualitative peuvent être tout à fait intéressantes également. Et la sévérité des troubles autistiques aussi, parce que vous avez des tableaux qui vont être différents. C'est pas le même type de maladie génétique associée à l'autisme, selon que les troubles soient finalement modérés ou sévères. Donc c'est important d'avoir une idée de la sévérité des troubles autistiques. Vous avez là, j'ai mis 2 échelles, mais même si ce sont des échelles diagnostiques, ça vous donne un indicateur en termes de sévérité. Mais la CARS peut être une bonne échelle. Vous avez bien d'autres échelles pour avoir aussi un indicateur de la sévérité des troubles autistiques. Et puis là, je vous ai rajouté ce qui a été propre à notre recherche, à savoir l'importance de pouvoir disposer de photographies. Et pour nous, ça a été essentiel, puisqu'en effet, dans cette cohorte, il y avait des jeunes qui pouvaient avoir 16 ans, 17 ans, et que les familles n'étaient pas prêtes à aller se déplacer dans une ville qui pouvait être à je ne sais pas combien de kilomètres pour voir un généticien de génétique clinique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des photos. On a été formés par les généticiens pour faire des photos de face profil. C'était une étudiante en Master 2 qui a fait ça, dans le cadre de son Master 2, également au niveau des mains. Et puis, on a transformé ces photos en diapositives, et on a fait un staff qui a duré 1 an, avec en effet plusieurs généticiens pour pouvoir, sur les diapositives, voir s'il y avait en effet des signes de dysmorphie qui pouvaient être repérables. Et quand il y avait ces signes de dysmorphie, vous allez voir les résultats, on a essayé de mobiliser la famille pour qu'en effet, et là en effet ça a tout à fait marché, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait des signes de dysmorphie qui étaient objectivés et que le généticien disait oui, il faudrait vraiment qu'ils aillent voir quelqu'un, la famille était suffisamment à ce moment-là mobilisée pour se déplacer et voir un généticien en génétique clinique. Le bilan génétique au niveau vraiment biologique, donc là, vous allez retrouver des choses dont on a un petit peu parlé ce matin avec l'analyse microcytogénétique qui a remplacé en effet le karyotype, alors qu'il y a aussi bien le karyotype standard que le karyotype à haute résolution. La recherche X-Refagile est à demander systématiquement pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que ça serait dramatique de passer à côté d'un X-FRA qui peut ne pas s'exprimer, donc en tout cas dans la fratrie, dans la fratrie s'il y a des sœurs, mais qui doit être recherchée systématiquement. FISH, il s'agit d'une technique d'hybridation par fluorescence in situ. On recherche systématiquement une délétion 22 Q-TER et duplication de 15 Q11 Q13, pour la bonne raison que ça peut donner en effet uniquement un syndrome d'autisme, sans qu'il y ait d'autres signes associés, et que du coup, comme ça fait partie des anomalies fréquemment observées, c'est important de le rechercher. Et enfin, on retombe sur quelque chose qui vient d'être aussi abordé avec les maladies métaboliques, qu'on a aussi abordé un peu ce matin, sur l'importance de faire certains examens urinaires. Et la recherche d'ICAR-SAICAR, au test de Bratton-Marshall, est une anomalie qu'on recherche, qui fait partie des maladies métaboliques, et qu'on recherche parce qu'en effet, là encore, il peut s'agir uniquement d'un syndrome autistique isolé, sans qu'il y ait d'autres anomalies. Et comme il s'agit d'un examen qui est assez simple à réaliser, c'est important de pouvoir le proposer. C'est ce qu'on avait rédigé, c'est un travail qu'on a fait aussi avec j'allais dire Donald Cohen, non ça c'était à l'université de Yale, avec David Cohen, où on a essayé de formaliser un petit peu un bilan qu'on pouvait préconiser, en sachant que bien évidemment à chaque fois les choses sont à réactualiser en fonction de l'état des connaissances. Alors, je vais vous donner un petit peu maintenant les résultats concernant cette recherche INSERM qui était donc la mise en évidence de ce groupe clinico-biologique d'autisme. Il s'agissait d'une étape préliminaire à une recherche de facteurs de susceptibilité génétique. L'idée qu'il y avait derrière cette recherche, c'était qu'il était important de pouvoir essayer d'établir des sous-groupes face finalement à la hétérogénéité clinique, comportementale qu'on pouvait avoir donc dans tout le groupe des 80, il y en avait 82 jeunes avec autisme, avant de procéder à une analyse génétique et qu'il y avait donc eu des étapes préliminaires à respecter. Et par rapport à ces étapes, bien évidemment, il y avait la recherche du coup de maladies génétiques associées qu'on a dû réaliser avec la méthode que je vous ai précédemment indiquée, à savoir donc la méthode des photographies. Alors, cette recherche a impliqué donc, une collaboration entre des pédopsychiatres et des généticiens. Donc, les pédopsychiatres, on est au début donc c'est avec David. Et donc, après, vous avez en effet les généticiens de génétique clinique, avec aussi bien l'hôpital Robert Debré, la Salpêtrière et Trousseau qui ont participé à cette étude.
La population a porté donc sur 85, je pense que c'était 82, non, c'est 85. Ils étaient autistes sur donc, les 3 classifications dont on disposait, donc la classification américaine avec le DSM-4-TR, la CIM-10, la classification de l'OMS, et enfin la classification française. En termes de caractéristiques cliniques, il s'agit d'une population qui est très déficitaire. Vous voyez le QI, qui est quand même avec une déficience intellectuelle qui est, on va dire, majeure. Donc là, je renvoie encore à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, à savoir l'importance, quand il y a des formes déficitaires, de rechercher des maladies génétiques. On sait que ce sont des populations à risque par rapport aux maladies génétiques associées. Et puis, vous voyez que par rapport aux différents troubles au niveau des 3 domaines, puisqu'au niveau du DSM-4-TR, on était encore avec les 3 domaines, on n'est plus dans, alors que dans le DSM-5, on n'est plus qu'avec 2 domaines qui sont la communication sociale et les stéréotypies. Là, on était encore avec nos 3 domaines, et donc sur les 3 domaines, on a finalement des troubles qui se répartissent avec légers, modérés et sévères, qui sont finalement des formes un petit peu mixtes. Voilà les résultats que l'on a avec les examens photographiques de ces 85 patients. Alors, je vous ai mis en rose les cliniciens, voilà, et puis tous les autres sont des généticiens de génétique clinique. Donc, résultat, suite à l'examen, le staff qu'on a fait à chaque fois tous ensemble par rapport aux diapositives. Et on s'aperçoit que si on prend, alors, les 43, la couleur qui est bleue avec 43 s'il s'agit de la dysmorphie faciale, donc 43 donc, jeunes vont présenter des dysmorphies faciales, et pour certains, je vous assure, que des dysmorphies qui étaient impressionnantes, et pourtant, je redis qu'il n'y avait pas une maladie génétique associée recherchée. Il y a donc le disque, ce que vous voyez en disque, c'est un peu la même couleur. Donc le disque, il s'agit de dysmorphie au niveau des mains qui ont été retrouvées, donc soit au niveau de la face dorsale ou la face palmaire. Et enfin, le combiné, c'est que ces dysmorphies, ce sont des dysmorphies qui sont, donc il y en a 5, c'est pour ça qu'enfin il y avait à la fois des dysmorphies au niveau du visage et des dysmorphies au niveau des mains. Et donc vous voyez que si on prend l'ensemble de tous ces enfants, donc on en arrive à, donc ça fait donc finalement plus de 50% qui se retrouvent avec des dysmorphies, ce qui est énorme par rapport à cette population. Du coup, il y a eu, on a réussi à mobiliser donc cette population, et c'est vrai que sur tous ces jeunes qui présentaient des dysmorphies, il y a eu des analyses génétiques qui ont pu être faites, moléculaires, et donc voilà le résultat que l'on a. Il y a encore des analyses qui sont en cours, hein, parce que ce que disait Arnaud Munich est tout à fait pertinent, il y a des jeunes qui sont revus, et puis il y a les techniques évoluent, donc il y a des choses qui vont être recherchées ultérieurement. Mais vous voyez que du coup, pour 10 jeunes, il y a eu des anomalies qui ont été identifiées, qui n'avaient pas été identifiées précédemment. En particulier, donc vous voyez les deux jeunes Williams-Boren, dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'on avait dans la cohorte deux jeunes qui représentaient un Williams-Boren, donc j'étais plus sensibilisée à ce syndrome de Williams-Boren qu'à d'autres syndromes. Et ce qui est important, c'est que si on remet donc ce petit camembert, on se rend compte que finalement, on a beaucoup plus de jeunes qui présentent de dysmorphie que de jeunes pour lesquels on va identifier une maladie génétique. Ce qui suggère que, actuellement, vu l'état des connaissances, on n'a pas forcément les moyens d'identifier ces maladies génétiques, tout en sachant que le fait qu'il y ait des dysmorphies suggère fortement qu'il y a des maladies génétiques associées. Je rappelle une donnée qui est intéressante à connaître, hein, qui vient, il y a Arnaud Munich qui en a parlé ce matin, mais il y a des études qui ont été faites par Miles, donc c'est écrit MILES, si ça vous intéresse par rapport aux articles, qui a montré très très clairement que donc plus il y a des signes dysmorphiques et une déficience intellectuelle, et plus il y a une contribution donc, génétique, donc avec une possibilité, enfin un risque important qu'il puisse y avoir une maladie génétique associée. Voilà. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de ces jeunes qui ne sont pas encore identifiés, mais qui a probablement une maladie génétique et qu'on n'a pas actuellement en tout cas aujourd'hui les moyens de pouvoir les identifier, il sera nécessaire de pouvoir les revoir, sur la base de l'intérêt de rechercher ces maladies génétiques, et éventuellement aussi de pouvoir se dire qu'il y a peut-être un traitement à un moment donné, ou en tout cas, même si ce n'est pas un traitement de l'autisme, un traitement de certains troubles fonctionnels, y compris des complications par rapport à toutes ces maladies. Donc je vais vous montrer maintenant comme les photos avec l'accord des familles, je tiens à le dire, c'est-à-dire que les deux familles des patients Williams-Boren ont signé un accord pour qu'on puisse montrer à un niveau, on va dire, pédagogique ou de communication. On a publié sur ces deux patients, on n'a pas mis les photos, même si on avait l'accord, mais voilà. Donc là, voilà un premier patient. Donc on a fait 2 articles sur ces cas de Williams-Boren. Un premier qui porte sur les 2 patients, et puis l'article qui a été publié dans PLOS ONE, c'était avec, on a fait toute une
une étude avec plusieurs généticiens de génétique clinique dans toute la France, y compris avec l'équipe de Tours, y compris avec l'équipe de Montpellier, pour essayer d'avoir plus de jeunes qui avaient un Williams-Boren associé à des problèmes d'autisme. On est arrivé à 9 jeunes qui avaient une absence totale de langage verbal, et c'était pour nous important, puisqu'on continuait à être face à certains généticiens qui nous disaient c'est impossible qu'un Williams-Boren ait une absence totale de langage verbal. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que c'est pas évident de mobiliser les représentations, tant du côté des généticiens que du côté des cliniciens. Donc en tout cas voilà, donc ce jeune qui présente quand même, vous voyez, des dysmorphies importantes, et c'est un adolescent. Et puis donc un deuxième patient, là ce que vous pouvez voir au niveau du cou, c'est des conduites auto-agressives, hein, donc il se scratch, il se gratte jusqu'au sang. Et ce qui est intéressant aussi dans les photos, je trouve que les photos sont parlantes, parce que dans le sourire qu'il a, les Williams-Boren, quand je vous disais qu'ils ont une difficulté d'adaptation sociale, avec une difficulté à trouver la limite, mais qui peuvent aller vers les autres, c'est quand même, on voit quand même sur cette photo que c'est, voilà, après une photo c'est un instant T, donc ça ne traduit pas forcément ce qui se passe en permanence, mais les photos sont vraiment tout à fait intéressantes, et répéter les photos ça peut être aussi intéressant, à différents temps de la trajectoire développementale du jeune. Voilà, alors on en arrive à cette question. Donc comment expliquer que des maladies génétiques impliquant autant de gènes et de chromosomes différents puissent aboutir à un phénotype commun de syndrome autistique. Et je m'appuie là-dessus sur aussi bien les résultats qu'on a par rapport aux 85 jeunes avec autisme que par rapport au tableau que je vous ai présenté au tout début, où là on a vraiment à la fois plein de chromosomes différents, plein de gènes différents, et que tout ça aboutit apparemment à un phénotype qui pourrait être commun, une voie finale qui en tout cas au niveau des critères diagnostiques répond aux critères diagnostiques du syndrome autistique. Voilà, donc du coup, suite à cette question, on va essayer de discuter, et il y a 5 hypothèses que je vais vous présenter maintenant. La première hypothèse, c'est que peut-être qu'en effet, malgré cette diversité des gènes et des chromosomes impliqués dans ces différentes maladies génétiques associées à l'autisme, peut-être qu'il y a des fonctions neurodéveloppementales communes, en particulier avec des mutations de gènes impliqués dans la communication neuronale. Je pense aux gènes dont vous avez entendu parler, la neuroligine, des neuroligines, vous avez entendu parler ce matin du gène SHANK3, il y a tout ce qui est il y a beaucoup d'autres gènes qui ont été évoqués, il y a régulièrement des articles dans Nature pour nous parler de certains gènes qui apparaissent, etc., ou qui sont retrouvés dans différentes études. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gènes, un certain nombre de ces gènes sont en effet impliqués au niveau de tout ce qui va être de l'ordre de la formation, l'adhésion, le développement synaptique, mais également, de plus en plus, il y a aussi des recherches sur la croissance dendritique. Il n'y a pas que les synapses, il va y avoir aussi donc, les dendrites. Et je vous montre, alors là aussi c'est pareil, pas de peur, surtout. J'ai repris les mêmes maladies. Je vous ai mis là toutes celles qui sont des maladies donc, génétiques associées à l'autisme dans lesquelles il y a des problèmes de croissance dendritique. Et je vous donnerai peut-être juste, je rappellerai peut-être juste que là, on a en effet, pareil, l'Ixofragile a un problème qui a été retrouvé au niveau d'anomalies dendritiques. Et je vois rien sans les lunettes, le Williams-Boren aussi. Donc vous avez beaucoup d'anomalies, de maladies génétiques dans ce que je vous ai présenté précédemment dans le premier tableau, dans lesquels on va retrouver aussi des anomalies au niveau de la croissance dendritique. Donc vous voyez qu'il y a aussi des overlaps, des chevauchements par rapport à certaines anomalies qu'on va retrouver, et que du coup c'est important de ne pas se focaliser uniquement sur un seul facteur, qu'il soit donc biologique ou qu'il soit donc en termes de facteurs d'environnement. Voilà, deuxième hypothèse, donc ça pourrait être que finalement, certes ce sont des gènes différents ou des chromosomes différents, mais qu'il va y avoir ces gènes différents seraient contrôlés par un même gène qui serait en amont, une sorte de master gène, ou bien interagirait avec des gènes communs qui seraient en aval, avec du coup une interaction gène-gène, qui ferait qu'il y aurait un cascade d'effets et qui aboutirait à entraîner des anomalies au niveau du développement du système nerveux central. Donc ça, c'est une possibilité avec tout ce qui va être des interactions entre les gènes et les gènes. Et il ne faut pas oublier que c'est pas uniquement centré sur les gènes, il se peut, puisqu'actuellement il y a des articles qui paraissent là-dessus, que ça soit pas tant au niveau des gènes que plutôt au niveau de la production des protéines, et qu'il y ait tout un réseau, que ces gènes finalement qui paraissent si différents dans toutes les maladies génétiques évoquées, aient en commun un réseau de protéines qui serait le même et qui du coup pourrait expliquer qu'il puisse y avoir un phénotype commun, comportemental et cognitif. Et puis il y a une autre possibilité, il y a aussi le fait que peut-être que ces gènes qui paraissent très différents, qui sont en effet très différents, pourraient peut-être interagir avec donc, des gènes qui ne sont pas impliqués directement dans le risque d'autisme, mais dans une modification de l'expression des comportements, du coup dans une modification du phénotype. Et là, il y a un gène qu'il faut quand même citer, qui est le gène du transporteur de la sérotonine, plus particulièrement c'est le promoteur du transporteur de la sérotonine,
où on sait maintenant avec un certain nombre d'articles qu'il n'est pas réellement un risque, impliqué dans le risque direct d'autisme, si on fait des TDT, des tests des déséquilibrium, mais qui est plus impliqué dans une modification de l'expression de la symptomatologie autistique, avec en particulier l'allèle short, l'allèle S, qui va modifier l'expression de la symptomatologie autistique en donnant des troubles beaucoup plus sévères au niveau en particulier de la communication sociale. Donc il se peut, et ce promoteur de transporteur de la sérotonine, on va le trouver dans l'autisme, on va le trouver dans d'autres pathologies, c'est vraiment transnosographique, mais il se peut que ce gène, finalement, vienne modifier l'expression du phénotype comportemental et aboutisse à ce qu'il y ait une voie finalement finale, avec une expression commune qui pourrait expliquer qu'on se retrouve avec ce syndrome autistique comme voie finale commune. Troisième hypothèse, c'est le rôle des facteurs d'environnement, avec là du coup une interaction gène-environnement, et là on est au cœur de ce qu'on appelle les mécanismes d'épigénétique, et donc je vous ai mis l'article où sont tous les tableaux, donc il y a un article qui est récent, donc Frontières, vous pouvez trouver, vous pouvez sortir l'intégralité de l'article sur PubMed, en sachant que pour revenir parce que je me suis rendu compte que c'est pas toujours, finalement il y a des définitions différentes des mécanismes d'épigénétique, donc moi ce que j'entends, j'en réfère à finalement les mécanismes d'épigénétique tels qu'on l'entend au niveau, on va dire, génétique moléculaire, à savoir qu'il s'agit de facteurs d'environnement qui viennent modifier l'expression des gènes sans qu'il y ait une modification de la séquence nucléotidique par des mécanismes. Donc cette modification, elle s'opère par des mécanismes de méthylation ou d'acétylation avec les histones. Si on parle des mécanismes de méthylation, il va y avoir en effet des méthylations de l'ADN. Il faut savoir que cette modification de l'expression des gènes, quand il y a une méthylation de l'ADN, ce sont des modifications qui sont stables. Et le point qui est essentiel à connaître, c'est que ces modifications de l'expression des gènes, suite à des mécanismes d'épigénétique, quand c'est des méthylations de l'ADN, se transmettent donc sur plusieurs générations. Ça a été montré dans des modèles animaux, c'est donc important de savoir que ce n'est pas uniquement les séquences nucléotidiques que vous transmettez, mais c'est aussi un programme de fonctionnement, y compris s'il a été modifié avec une modification d'expression des gènes. Donc c'est quand même essentiel d'avoir cette notion-là. Donc voilà ce qu'il en est pour les facteurs donc, du coup, d'environnement en termes de mécanismes épigénétiques. Maintenant, quels sont-ils ces facteurs d'environnement? Qu'est-ce qu'on sait actuellement sur les facteurs d'environnement qui joueraient un rôle dans finalement des maladies génétiques associées au syndrome autistique? Alors là, je vous présente une figure. David n'est plus là, mais c'est David qui a fait cette figure. Je l'ai modifiée pour essayer d'intégrer un certain nombre de choses. Ça fait partie d'un article qui est soumis actuellement. Et on va se centrer sur... Donc il a un esprit très synthétique, David, donc il est à 3 niveaux. Et on va se centrer sur le premier niveau, qui est en effet le niveau des facteurs d'environnement. C'est important pour les facteurs d'environnement d'emblée de se dire qu'il y a le niveau qui est prénatal, périnatal, postnatal. C'est ce que vous avez là en déroulé d'un côté à l'autre de la diapo. Et ce qui va être peut-être, je peux donner quelques exemples. Donc il y a dans les facteurs d'environnement prénatal qu'il faut connaître, puisque ça fait partie là, des facteurs d'environnement où ça a été mis en évidence, ça a été dupliqué, et en tout cas ça fait partie des connaissances totalement admises actuellement. On sait que le valproate, quand il est pris pendant la grossesse, donc, et donne des liens, et là c'est des liens vraiment directs de cause à effet avec l'apparition d'un syndrome autistique. Donc ça c'est important de savoir en effet qu'il y a des médicaments pendant la grossesse qui peuvent provoquer l'apparition d'un autisme. Donc ce sont des connaissances qui sont actuellement à ce jour acquises. Après, il y a des choses qui sont un petit peu plus à l'ordre de l'étude, comme l'immigration, on en a parlé au moment du déjeuner avec Lisa House, donc on ne va pas rentrer là-dedans parce que on trouvait toutes les deux que les études n'étaient pas si bien faites que ça, on n'arrive pas finalement, ils vont nous parler d'une immigration aussi bien du côté du père que de la mère, mais sans nous se donner les moyens de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de dépression? Est-ce que c'est un problème de se retrouver complètement isolé? Est-ce que c'est un problème de lieu d'immigration et d'être complètement, j'en sais rien, puisqu'on va voir que la pollution joue un rôle, est-ce que c'est plutôt dans des zones polluées, etc. Donc tout ça n'est pas bien analysé, donc c'est compliqué de conclure sur ce type de facteurs, mais il n'empêche que ça fait partie des facteurs qui ont été retrouvés dans 2 méta-analyses, dont la méta-analyse de Gardner qui est faite en 2009, donc il faut quand même citer. Et puis je vais peut-être plus là vous parler de 2 facteurs que je trouve particulièrement intéressants et qui sont du côté là du postnatal, puisqu'on parle souvent du prénatal, tout le monde est OK pour dire qu'il y a des médicaments pendant la grossesse qui sont en effet dangereux. Qu'est-ce qu'il en est quid du postnatal? Y compris parce que le postnatal, peut-être que là, ça nous concerne aussi pour être dans on va dire, des stratégies, des réflexions concernant la prévention. Donc le postnatal, donc je vais me centrer sur ce qui est en haut, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre d'un déficit donc, psychosocial, avec un déficit social et ou sensoriel. Et je vais vous donner donc deux exemples.
Donc pour le déficit, qui est le déficit social, donc je rappellerai donc la recherche, probablement je pense que dans la salle, un certain nombre d'entre vous connaissent cette étude, qui est l'étude de Reuter, Michael Reuter, qui, par rapport aux orphelinats donc en Roumanie, donc en effet, quand ces orphelinats ont été ouverts, donc il y a un certain nombre d'enfants qui ont été diagnostiqués. Quand je dis diagnostiqués, parce que quand on lit les articles, on se demande comment ça a été diagnostiqué. C'était diagnostiqué avec des échelles que vous connaissez, l'ADI, la DOS. Donc ils ont réellement été diagnostiqués avec des critères diagnostiques d'autisme. ADI et DOS répondent, juste pour le rappeler quand même, aux critères de la CIM-10 et du DSM-4, de syndrome autistique et de troubles autistiques. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Reuter, bien qu'il va repérer qu'un certain nombre de ces enfants, quand ils sortent des orphelinats, répondent bien au diagnostic d'autisme, ne s'autorisera pas à dire que c'est un diagnostic d'autisme. D'un bout à l'autre de ses études, il va parler de autistic-like symptoms, c'est-à-dire de troubles apparentés à l'autisme. Parce que c'est compliqué, je pense que c'est toujours compliqué actuellement de se dire que des facteurs sociaux pourraient être associés directement ou indirectement avec donc l'apparition d'un syndrome autistique. Mais ce qui est intéressant dans l'étude de Reuter, c'est qu'il a suivi ces enfants. Donc il les a suivis, donc à 4 ans, ils ont 4 ans, ils sortent de l'orphelinat, donc ils vont avoir ce problème d'autisme, et il va suivre une cohorte de 28 enfants qui ont ces autistic-like symptoms, en réalité qui sont autistes selon les critères aussi bien DSM-4 que CIM-10 par rapport donc à ADI, à DOS, et il va les suivre de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, donc pendant 8 ans. Et il regarde qu'est-ce qui se passe au bout de 8 ans, puisque finalement, au sortir des orphelinats, ces enfants ont été placés dans différentes familles d'accueil, et on peut se dire que la déprédation sociale qu'ils ont vécue s'est levée, qu'il devrait y avoir une amélioration, et en effet, de fait, il va y avoir une amélioration pour ces enfants. Mais ce qui est intéressant, alors ça il n'insiste pas trop là-dedans, mais c'est là où ça vaut vraiment le coup de lire les articles du début à la fin, il y a quand même 10% de ces enfants qui 8 ans après restent quand même toujours autistes, et là moi je m'autorise en parlant à dire oui, ils sont toujours autistes sur les critères quand même de l'ADI et de la DOS, en tout cas de la DOS, qui les voit donc 8 ans plus tard, qui les observe 8 ans plus tard, et du coup, donc il y a quand même 10% qui restent autistes, et il faut savoir que sur ces 28 enfants, 50% auront quand même des troubles sévères en termes d'interaction, c'est-à-dire seront au-dessus des scores seuil au niveau des interactions sociales, mais ne remplissent pas tous les critères diagnostiques d'autisme. Donc il y a quand même des anomalies majeures qui persistent, mais quand même 10% restent autistes. Et ça, je pense que c'est particulièrement intéressant parce que, là encore, c'est dommage, parce qu'on n'aura pas les éléments pour aller plus loin au niveau de l'article. Pour ces 10%, moi, ce qui m'aurait personnellement intéressé, c'est qu'est-ce qu'avaient ces 10%? Est-ce que ces 10% d'enfants, est-ce que finalement ils sont rentrés à un certain âge à l'orphelinat? On n'a aucune information sur l'âge d'entrée à l'orphelinat. On n'a aucune notion non plus sur la sévérité du trouble autistique quand ils sont sortis de l'orphelinat. Est-ce qu'ils étaient plus sévèrement autistes que les autres et que du coup c'était plus compliqué de les mobiliser en termes de modification, d'amélioration? Est-ce qu'ils sont rentrés beaucoup plus jeunes et qu'en effet il y a peut-être des périodes critiques où s'il y a cette déprivation sociale c'est plus compliqué de s'en sortir? Voilà, donc ça c'est des questions qui je pense doivent absolument faire partie d'études ultérieures parce que c'est quand même un élément essentiel et qui nous interroge dans le champ de la psychologie et de la pédopsychiatrie. Voilà, donc ça c'est un premier point. Je vous ai dit aussi un autre point important, le déficit sensoriel. Alors je vais vous donner, en termes là, aussi d'environnement postnatal, je vais vous donner des pourcentages intéressants. Dans le cas des études, il y a eu pas mal d'études qui ont porté sur des cas de surdité donc totale dès la naissance, et donc l'apparition de troubles autistiques, enfin de diagnostic d'autisme, va jusqu'à peu près 7%, ce qui est quand même beaucoup. Après, ce qui est intéressant, c'est si on s'intéresse maintenant à la cécité totale, la cécité congénitale dès l'enfance, dès la naissance, on va tomber sur des chiffres beaucoup plus élevés. On va tomber jusqu'à 42% donc, de diagnostic d'autisme. Et enfin, si on prend un syndrome qui fait partie des maladies génétiques associées à l'autisme, qui est le syndrome donc, de Charge, à la fois il y a des malformations, y compris des malformations cardiaques, mais il y a en effet des problèmes auditifs qui peuvent aller jusqu'à la surdité et des problèmes majeurs, des troubles visuels majeurs. On tombe dans les différentes études, jusqu'à 68% de diagnostic d'autisme. Et donc ces études suggèrent qu'il pourrait y avoir, que si jamais on a à la fois un déficit visuel et auditif, eh bien, en termes peut-être d'intégration, d'intermodalité sensorielle, en effet, c'est peut-être un facilitateur, en tout cas, ça peut être un facteur candidat donc à l'émergence de diagnostic d'autisme. Après, vous voyez bien la complexité, c'est que quand on a un syndrome de Charge avec des enfants qui sont aveugles et sourds, comment vous faites le diagnostic d'autisme avec des échelles d'ADOS, etc. Donc il faut d'emblée pointer le biais, qu'on reprendra après, qui est un véritable biais
biais où il faut faire attention, et y compris dans le syndrome de charge, il n'y a pas que un déficit sensoriel, il y a y compris des maladies, il y a aussi des malformations qui peuvent tout à fait peut-être aussi intervenir sur un plan totalement organique et non pas uniquement en termes de facteurs d'environnement avec un déficit sensoriel. Ceci dit, le déficit sensoriel, moi ça m'a intéressé personnellement et je me suis dit, ok, c'est compliqué de conclure au niveau humain si le déficit sensoriel est trop majeur, comment on peut faire un diagnostic d'autisme si en effet l'enfant est aveugle et a une surdité totale, mais qu'est-ce qu'il en est dans les modèles animaux ? Et du coup, il y a des recherches, d'ailleurs les toutes premières études sur tout ce qui était mécanisme d'épigénétique ont porté sur des modèles animaux, et je pense aux études de Bagot et Minet, qui ont porté sur donc des modèles murins, en particulier donc des rats gestantes, qui, quand elles avaient leur portée, donc la rate pendant plusieurs semaines, dans les premiers jours de vie, va lécher donc les petits. D'ailleurs, c'est assez rythmé en termes de c'est assez codé en termes, c'est toujours céphalocodique, codal, c'est-à-dire c'est de la tête donc au reste du corps. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont empêché donc la mère de lécher les petits. Et en empêchant la mère de lécher les petits pendant la première semaine de vie, eh bien le résultat est le suivant. Donc il y a une modification de l'expression, donc là on est sur un facteur d'environnement postnatal. En empêchant ce léchage de la mère sur ces petits, on obtient qu'il y a une modification de l'expression des gènes qui sont impliqués qui vont coder pour les récepteurs glucocorticoïdes, et on a une augmentation de la réponse au stress de l'axe hypothalamo-hypophysaire, en sachant que cette réponse au stress anormale va persister même quand ils seront adultes, et avec une modification qui sera stable au niveau des récepteurs glucocorticoïdes. Et on pourrait se dire, alors là, est-ce que c'est du sensoriel ou est-ce que c'est le contact psycho-affectif de la mère avec ses petits ? Il faut savoir que si jamais vous remplacez le léchage de la mère avec une brosse à dents en brossant les petits, eh bien vous n'avez pas cette anomalie. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose où en effet, il y a quelque chose qui est en rapport avec le toucher dans un modèle animal, donc on ne va pas conclure chez l'humain comme ça, dans un modèle animal, et qui visiblement joue un rôle extrêmement important et qui se déroule dès les premiers jours de vie. Voilà, donc du coup, quid en effet de cette histoire de déficit sensoriel, et peut-être y compris le toucher. Je rappelle que le toucher, c'est le fait d'être dans une équipe psychologie de la perception, c'est la première modalité sensorielle qui se développe chez le fœtus, et que le fœtus va développer toute une connaissance, aussi tout un apprentissage en se touchant, que ça soit donc par rapport à tout ce qui est péribuccal, que ça soit mettre le pouce donc dans sa bouche, que ça soit toucher le pied. Il y a réellement, on va dire, déjà une exploration qui va se dérouler par rapport au toucher dès la vie prénatale, qui démarre donc bien avant donc la naissance. Voilà, donc je voulais vous donner ces exemples parce que je les trouvais particulièrement intéressants. Et si on retombe encore sur ces histoires de tableaux, eh bien on va peut-être aller directement, donc là c'est toutes les maladies génétiques associées à l'autisme qui impliquent des mécanismes d'épigénétique, où on sait actuellement qu'il y a des mécanismes d'épigénétique. Ça concerne, je vous ai parlé au tout début de l'ixofragile. L'ixofragile, avec en effet cette histoire de stress oxydatif, avec un stress oxydatif qui est donc plus important. Le stress oxydatif pourrait être un facteur d'environnement candidat, qui serait un facteur commun à un certain nombre de ces maladies génétiques, et qui pourrait peut-être à ce moment-là expliquer, ça fait partie d'autres facteurs, du coup des facteurs candidats, qui pourraient expliquer qu'on est sur une voie finale commune, qui s'exprime avec un syndrome autistique, tant comportemental que cognitif. Et en tout cas, voilà, dans l'ixofragile, on a en effet un problème donc de stress oxydatif. Et puis on tombe aussi sur donc le Williams-Boren, qui a aussi des mécanismes d'épigénétique, et un certain nombre de ces syndromes, donc, parce qu'il y a des mécanismes d'épigénétique connus, pourraient, en tout cas, il y a des questionnements sur certaines cibles thérapeutiques, mais je pense qu'on n'en est pas encore complètement là, et que ce ne sont pas des techniques de routine. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup là, c'est par rapport aux cibles thérapeutiques. On passe à la quatrième hypothèse, c'est de se dire, toujours avec la même question, comment autant de gènes différents, de chromosomes différents pourraient donner un même syndrome autistique, un même phénotype. On peut soulever la question du biais de la déficience intellectuelle, c'est-à-dire que, en définitive, les évaluations c'est-à-dire qu'on va porter des diagnostics d'autisme, et peut-être que ces diagnostics d'autisme sont erronés. Donc tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de attention à ce qu'on dit sur le syndrome de charge quand il y a une déficience visuelle et auditive. Est-ce qu'on peut réellement tester correctement, faire des évaluations approfondies avec des enfants qui ont une cécité totale et une surdité? Là, la question, c'est par rapport, en effet, à la déficience intellectuelle. Donc je rappelle
Parce qu'on finit par l'oublier que quand on doit utiliser l'ADI, normalement, on ne peut pas le faire on n'est pas au-dessus d'un certain âge mental, donc avec un âge mental qui est de 24 mois, on dit même des fois 18 mois, Catherine Laurne, mais on va jusqu'à au-dessus de 24 mois, et que du coup ça questionne quand on est en effet chez les enfants qui sont très déficitaires, c'est-à-dire est-ce que finalement là on n'est pas sur quelque chose où il y a un chevauchement entre troubles autistiques et puis déficience intellectuelle, et qu'on n'est plus dans une spécificité réellement du syndrome autistique, et qu'on va diagnostiquer un syndrome d'autisme qui ne devrait pas être possible de diagnostiquer, et qu'on est du coup dans un biais qui est en rapport avec la déficience intellectuelle. En tout cas, c'est une vraie question, parce que régulièrement, je suis surprise de voir que des gens se posent pas forcément la question d'utiliser l'ADI concernant l'âge mental de l'enfant, ou la DOS aussi. Dernière hypothèse, c'est de s'interroger, de remettre en question le phénotype. On dit qu'il y a un phénotype commun, que toutes ces maladies génétiques et tous ces chromosomes différents aboutissent à une voie finale commune, avec un même syndrome cognitivo-comportemental. Et finalement, est-ce que ce syndrome cognitivo-comportemental, il est si similaire que ça ? Alors quand on rentre dans le détail de toutes ces maladies, y compris du coup avec des enfants qu'on connaît, si je reprends l'exemple des 2 enfants que vous avez vus en photo, le Williams-Beren, le syndrome de Williams-Beren, d'accord, il remplit ces critères diagnostiques actuels, y compris du DSM-5 par rapport à l'autisme, mais ils ont par exemple une caractéristique, ces 2 enfants, c'est plus des enfants, c'est 2 adolescents, c'est qu'il n'y a pas par exemple de retrait autistique. Ils sont tout à fait capables d'aller vers l'autre, et pour les connaître très bien depuis plusieurs années, il n'y a pas des moments où il y aurait des moments de rupture, puisque c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a des moments où il y a un contact, il y a des moments de rupture. Je ne les ai jamais vus avec des problèmes de retrait autistique. Et du coup, on peut s'interroger si là, il n'y a pas quand même une remise en question de certaines spécificités de symptômes, et qu'il faudrait du coup faire des études plus approfondies pour... Par exemple, le retrait autistique qui faisait partie des symptômes de Kanner, mais qui ne fait absolument pas partie de symptômes. Alors, l'immuabilité autistique, qui était aussi un symptôme de Kanner, a fait son entrée dans le DSM-5, ce qui est un plus, je pense. Mais par exemple, le retrait autistique, non. Et du coup, il y a peut-être des questionnements à avoir. Et ce qui est aussi important, c'est non seulement de s'interroger sur la spécificité de certains symptômes, qui du coup, pour le coup, la différencierait ces 2 jeunes d'un autisme typique. On pourrait se dire finalement, ils ne répondent pas exactement à un autisme typique, ils répondent juste à des critères diagnostiques qui existent à l'heure actuelle, mais on pourrait peut-être remettre en question ces critères. Et puis l'autre point qui est important, c'est que, je pense là des syndromes d'Angelman, parce qu'on avait en effet aussi un syndrome d'Angelman dans la cohorte, c'est que le syndrome d'Angelman, ils peuvent avoir des moments où ils présentent un autisme quasi typique quand ils sont jeunes, mais au fur et à mesure que le temps passe, en termes de trajectoire développementale, ils sont de plus en plus en interaction. Et c'est là où c'est intéressant, c'est pas uniquement vrai pour les photos, de faire l'analyse génétique à tous les 4 ans, c'est également important de suivre la trajectoire développementale en termes d'évolution sur le plan comportemental, parce que ça peut vous donner en effet des idées sur des maladies génétiques qui ont un certain type de trajectoire développementale et qui est tout à fait différente d'autres maladies génétiques. Donc je pense que les choses seraient à réanalyser en termes de phénotype, tant sur le plan de la spécificité de certains symptômes, et ça vaut le coup vraiment de s'intéresser à cette question, que sur le plan de la trajectoire développementale. Voilà, donc en conclusion, donc le premier point, je vois rien sans les lunettes, le premier point, c'est que le concept d'autisme syndromique, c'est-à-dire du coup qui est avec un autisme qui est associé à une maladie génétique, et le concept d'autisme non syndromique, comme s'il y avait un autisme pur, qui serait en tout cas non associé à une maladie génétique. Vous avez vu sur les photos où finalement 10 vont être identifiés autisme syndromique, mais il y en a quand même beaucoup qui ont ces problèmes de dysmorphie. Ça dépend réellement des progrès technologiques et de l'état actuel des connaissances, donc j'insiste sur ce point-là pour pas qu'on se dise, bah tiens, ça a été fait, donc c'est plus à refaire. On rejoint ce qui a été dit ce matin aussi par Arnaud Munich. Le deuxième point, c'est l'importance d'un examen de génétique clinique systématique, puisque là, c'est important quand on voit que 10 de ces jeunes n'avaient jamais passé aucun examen de génétique clinique. On se dit que quand même, là, c'est du gâchis, c'est quand même très dommage. Peut-être que les choses auraient pu être repérées plus précocement. Et enfin, troisième point aussi, c'est l'importance d'une approche dimensionnelle plutôt que d'une approche catégorielle par rapport à l'autisme. Là, on voit bien que, par exemple, pour les syndromes de Williams-Beren, l'intérêt de s'attarder sur la dimension qui serait la communication sociale, où en effet, ils n'ont pas de retrait, et il y a une trajectoire développementale pour le syndrome d'Angelman aussi qui va dans ce sens, alors que si on suit uniquement les critères diagnostiques, à ce moment-là, ils sont toujours dans la catégorie autisme. Et dessus, du coup, la trajectoire développementale. Et dernière diapositive, c'est d'insister sur cette perspective d'une approche intégrée biopsycho-environnementale. Il faut dire les choses très clairement, à l'heure actuelle, il n'y a pas un gène qui est réellement sorti, qui serait le gène de l'autisme, on est dans une approche polygénique.
Et il n'y a pas non plus un jeune candidat qui aurait vraiment fait ses preuves, mis à part le valproate, les médicaments pendant la grossesse. Donc c'est important d'avoir une approche finalement qui soit multidimensionnelle et qui s'interroge par rapport à l'apparition avec les spectres des troubles autistiques, tant sur des facteurs biologiques que des facteurs psychologiques. Donc dans les facteurs biologiques, bien sûr, il y a les facteurs génétiques, mais aussi tous les facteurs neurophysiologiques. Dans les facteurs psychologiques, c'est important de distinguer le prénatal du postnatal. Et je vous ai mis intentionnellement l'exemple du stress prénatal parce que c'était controversé il y a quelques années dans la première méta-analyse de Gardner, dans sa dernière méta-analyse, il re-questionne l'importance du stress prénatal. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête, ça fait partie aussi des facteurs psychologiques. Et vous voyez que le stress prénatal, on est à la fois sur du stress perçu, qui est en effet une dimension psychologique, et du stress, qui dit stress, dit aussi la réponse biologique, tant de l'axe hypothalamo-hypophysaire que du système de la norépinéphrine, donc de tout ce qui va être en effet donc noradrénaline, du système nerveux sympathique. Donc du coup, le stress pose aussi des questions par rapport aux facteurs biologiques. Vous voyez bien qu'il y a des liens entre les facteurs biologiques et les facteurs psychologiques. Et du côté du postnatal, moi j'insisterai sur l'importance du déficit social, où il faut aller plus loin dans ce domaine-là, et du déficit sensoriel, où on dépasse le stade des modèles animaux, qu'on essaie de comprendre un peu mieux ce qui se passe en termes de peut-être de processus même d'attachement, où il y aurait peut-être en effet certains aspects sensoriels qui seraient extrêmement importants, et que si ces aspects sensoriels ne peuvent pas être vécus à certaines périodes, est-ce qu'il n'y a pas en effet des troubles qui sont un petit peu compliqués et qui apparaîtraient, qui s'inscriraient dans le spectre des troubles autistiques? C'est en tout cas une question qu'on se doit de poser. Y compris parce qu'il y a des articles récents qui suggèrent qu'en effet ça peut être posé en ce sens. Et dernier point, vous voyez que ces aspects de facteurs psychologiques et biologiques interagissent avec des facteurs d'environnement. Là, de nouveau, c'est pareil. Il est important de distinguer l'environnement prénatal du postnatal. Et je vous ai mis en effet donc, le valproate, le diabète gestationnel dans le prénatal, et dans le postnatal, les facteurs de risque d'hypoxie et de pollution. En effet, la pollution donc, atmosphérique. En sachant que là encore, pourquoi je ne vous l'ai pas cité antérieurement, l'histoire de la pollution, c'est que quand on analyse bien, quand on lit les articles, il y a des choses qui sont à questionner, puisqu'on nous vous dit qu'il y a des facteurs de pollution, en effet, qui sont aussi bien pendant la grossesse qu'à la naissance et durant toute la première année de vie. Mais quand on voit, alors, qui concerne aussi bien donc, les particules que du dioxyde de nitrogène, par exemple. Mais il y a, par exemple, une étude qui va dire qu'au 3e trimestre de la grossesse, en effet, quand il y a une exposition à de dioxyde de nitrogène, eh bien, il y aurait un risque plus élevé donc d'autisme, à part que leur facteur de risque, c'est d'être à 300 mètres d'une autoroute. Donc, du coup, est-ce que c'est uniquement l'histoire de la pollution, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs? Donc, vous voyez, c'est un peu complexe, et je pense que dans toutes ces études, il nous manque aussi des covariables pour aller plus loin. Le dernier mot que je voulais dire, c'est que à partir du moment où on est dans une approche comme ça intégrée bio-psycho-environnementale, on voit toute l'importance, par exemple par rapport aux facteurs biologiques, de pouvoir adresser à des généticiens de génétique clinique. On est clinicien, c'est pas à nous de nous substituer aux généticiens, mais il est important qu'on tisse des liens et qu'on adresse à ces généticiens. Il est important aussi qu'on adresse aux neuropédiatres, qu'on demande un examen systématique au niveau d'un neuropédiatre. Et c'est l'idée derrière tout ça, c'est que finalement, dans cette capacité à pouvoir donc tisser des liens, en respectant les fonctions de chacun et dans une spécificité de ces différentes fonctions, eh bien, on met aussi en place, on pourrait dire, un modèle de la représentation des liens, de la différenciation, un modèle de la représentation des liens qui rentre en résonance avec la pathologie autistique, qui du coup pourrait être aussi un dispositif thérapeutique, le fait de pouvoir s'articuler avec des personnes qui sont dans le champ de la biologie, en reconnaissant qu'on ne peut pas tout seul gérer un processus thérapeutique, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on est obligé de faire en lien avec les autres. Et je pense que c'est en effet, ça rentre en résonance avec la pathologie autistique, qui est une pathologie du lien, et que du coup, peut-être que là, on offre aussi bien aux familles qu'aux enfants un modèle de représentation des liens qui peut d'ores et déjà être un dispositif thérapeutique. Je vous remercie de votre attention.